Bonjour, bienvenue à Histoire de père. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Dans ce balado, on discute de paternité avec des pères de tous horizons. Aujourd'hui, je rencontre Jude Valcourt. Jude a 2 enfants, une fille de 14 ans, Dati, et un garçon de 10 ans, McLaren. Je me suis rendu compte que je suis trop protecteur. Je suis comme omniprésent dans la vie de mes enfants. Notre invité Jude Valcourt a immigré au Canada avec sa femme et ses 2 enfants il y a une dizaine d'années, depuis son pays natal, Haïti. Il a donc quitté son milieu, son travail et une partie de sa famille. Jude était porté par un grand rêve, avoir une famille unie, en prendre soin et leur assurer un avenir. Aujourd'hui, on aborde son histoire, celle d'un père combatif, courageux, qui a surmonté les épreuves de l'immigration dans l'intérêt de ses enfants. Jude a 2 enfants, une fille de 14 ans, Dati, et un garçon de 10 ans, McLaren. Bonjour Jude. Bonjour Louis-Simon. Merci d'avoir accepté de te joindre à nous et de venir nous raconter ton histoire de père. C'est à moi de te remercier Louis-Simon. Il faut dire que ton histoire de père a commencé il y a très loin, il y a une bonne distance en Haïti. Te rappelles-tu comment tu te sentais la première fois quand tu as appris que tu allais devenir père? J'étais dans le salon de ma fiancée. Ce fut en janvier 2008. C'était un dimanche. C'était suite à un test rapide. Et que ma fiancée m'avait annoncé la nouvelle. C'est assez précis comme souvenir. Et qu'est-ce que j'avais eu comme réaction? C'était de mettre le main sur le ventre de ma fiancée. Je sentais quelque chose bouger. Et puis là, j'ai dû retenir mon souffle. C'était comme un électrochoc pour moi. Et depuis, je sais que ma vie a changé à tout jamais. Et je n'étais pas encore marié. Et je me suis dit, ben, OK, on va s'arranger pour se lancer vite dans le lien du mariage. Je ne voulais pas avoir d'enfants en dehors du mariage. Tu voulais des enfants? Oui, j'avais toujours voulu avoir des enfants dans ma vie, toujours. Mais il y avait des conditions. Les conditions, c'était que si je ne suis pas capable de prendre soin de mes enfants, ça ne vaut même pas la peine d'avoir des enfants. Parce que moi, j'ai vu la souffrance, la privation et la dévastation que l'absence d'un père pouvait provoquer chez un enfant. À ce moment-là, tu étais en Haïti. Je vivais en Haïti à cette époque. Et on comprend que tu es venu au Québec beaucoup à cause de la qualité de l'éducation, puis c'est en pensant justement à ta fille. Et à ce moment-là, quand tu as su que tu allais devenir père, et tu me dis que tu as tout pensé ça, là, tu voulais offrir une belle qualité de vie, c'est parce que toi, tu as connu complètement autre chose? Je dirais que je viens de nulle part et je pars de rien du tout. Mon père n'a jamais été là pour moi. 2, je suis orphelin de mère. Donc j'ai été grandi par ma grand-mère. Je viens d'une famille très modeste. J'ai dû marcher des fois 4 heures par jour pour aller à l'école. C'est-à-dire se réveiller à 4 heures du matin, être prêt à 5 heures, partir marcher 3 heures de temps, 3 heures de temps et demi pour aller à l'école. Et des fois, sans même eu l'opportunité ou la chance de prendre quelque chose. Et dans l'après-midi, ça va être la même chose sur le chemin de retour. Moi, je ne voulais pas que mes enfants aient à vivre autant de difficultés, autant de souffrances. Je ne voulais pas reproduire le même schéma que mon père avait tracé devant moi pour mes enfants. Puis peut-être leur offrir plus d'opportunités, ne serait-ce que pour l'éducation? À coup sûr. Mais c'est l'une des raisons pour laquelle on est au Québec aujourd'hui. Je me rappelle quand j'étais en seconde en Haïti, parce que nous autres, on a 7 classes au niveau du secondaire. Et je me faisais envoyer à l'école pour 130 piastres haïtiens. Donc c'est l'équivalent à peu près de 2 $ canadiens ou bien 3 $ canadiens. Des fois, j'ai passé une semaine sans pouvoir aller à l'école parce que je n'ai pas pu payer à temps. Ah oui? Je n'ai pas pu payer à temps. Donc c'est ça que je ne voulais pas offrir à mes enfants. C'est ça que je ne voulais pas. Il n'y a rien de plus humiliant dans la vie de se faire envoyer à l'école parce que tu ne peux pas payer à temps. C'est à ça que tu pensais, évidemment, quand tu as fait le choix de quitter Haïti avec ta famille. Oui, le Québec m'a apporté plein de choses. Un autre environnement, de la sécurité, des meilleures conditions de vie. Mais j'avais déjà changé, économiquement, j'avais déjà changé ma vie en Haïti.
Et tu croyais déjà, c'était dans tes valeurs, l'éducation, l'importance de l'éducation. La personne que je suis aujourd'hui, je ne suis pas M. Warren Buffett, je ne suis pas M. Elon Musk, mais je suis une personne qui a pu, je dirais, changer sa vie grâce à l'éducation. Moi, je me rappelle quand je n'avais pas encore la possibilité d'acheter un livre. Je voulais lire. J'aimais lire. Qu'est-ce que je faisais? Je fais dans les bibliothèques. Depuis que tu ne sors pas avec le livre, on ne va pas appeler la police pour toi. Je peux passer une journée à lire debout. J'ai pris des notes debout. C'est-à-dire la volonté d'apprendre était là. Aujourd'hui encore, je veux apprendre. Je suis toujours à l'école parce que je suis toujours dans les livres. Et c'est ce que j'ai inculqué à mes enfants comme valeur. Et leur offrir, c'est ça, ce cadre éducatif. Là, vous êtes arrivé au Québec, Dati avait 5 ans? 5 ans. Elle allait rentrer en prématernelle. Mm-hmm. On n'avait pas trouvé d'école de quartier. Mm. L'école de quartier était déjà comme... Oui, un problème de beaucoup de parents. Exactement. Fait que on a envoyé notre fille à peut-être dans une autre école. Donc, la première journée, moi et ma femme, on devrait accompagner notre fille. On a pris un autobus, je crois que c'était le 202. On a descendu au métro du collège. Métro du collège, on a pris le métro direction Côte-Vertu. On a descendu à Côte-Vertu. On a pris un autre autobus pour se rendre à l'école de notre fille. Tout ça le premier matin, là? Tout ça le premier matin. Et puis, on a dû passer la journée, parce que c'était une demi-journée. Oui, à la maternelle. Oui, on a dû passer la demi-journée sur le parc. Question d'attendre notre fille. Après, demain, c'était pareil. Mm-hmm. Comment tu t'es senti à ce moment-là, là? Aucun sacrifice n'est jamais trop grand quand il s'agit de tes enfants, de Simon. Mais puis là, c'était l'aboutissement, dans un sens, de tous ces sacrifices-là, de changer de pays, de s'adapter. De tout laisser. Il faut dire tout laisser. Mm-hmm. Tout laisser. Travail. Peut-être sans vouloir trop parler de moi. J'avais un très bon emploi en Haïti. Je travaillais pour la Shell en Haïti. Fait que j'avais des véhicules de fonction. J'avais tout. Donc, j'ai tout remis. J'ai donné ma démission. Et puis, je me suis lancé dans le vide avec ma famille. Il y a eu beaucoup d'avantages, mais il y a eu des sacrifices. Est-ce que ça a été difficile, l'adaptation pour toi, ta famille, ici, avec les enfants? Il ne saurait y avoir d'avantages sans inconvénients, tout comme il ne saurait y avoir d'inconvénients sans avantages. Mm-hmm. Oui, il y avait des avantages, oui, il y avait des inconvénients. C'est-à-dire, les 5 premiers mois, je dirais, les 12 premiers mois, ce n'était pas du tout facile pour nous. Quand on est arrivé, mon fils, depuis 1 mois, il allait à la garderie en Haïti. Donc, on voulait envoyer notre fils à la garderie parce que ma fille, elle était bonne déjà pour entrer en prématernelle. Mais ça nous coûtait $35 par jour. On a dû mettre la main dans la poche pour payer en moyenne 800 à $850 par mois. Sans un sou du gouvernement, juste pour envoyer notre fils à la garderie. On était comme essoufflés économiquement. Est-ce que tu es un père protecteur? Quel genre de père tu es? Je suis protecteur. Je suis même trop protecteur. Est-ce que tu considères, toi, que tu es trop protecteur ou c'est les gens qui le disent? Non. Oh. Moi aussi, je me suis rendu compte que je suis trop protecteur. Je suis comme omniprésent dans la vie de mes enfants. Mm-hmm. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais laissé ma fille aller à l'école toute seule. Je la conduis toujours à l'école. Toujours. C'est-tu par peur ou c'est parce que tu veux être présent? Les deux. Les deux. J'ai peur de la fréquentation que ma fille pourrait avoir dans la vie. C'est pas ma présence qui va l'empêcher, en fait, de fréquenter n'importe qui. Mm-hmm. Mais quand même, ma présence, c'est comme un garde-fou. Okay, ma présence, c'est comme un garde-fou. C'est-à-dire, halte, papa est là. Mm-hmm. Donc, tu ne peux pas venir dire n'importe quoi ou bien faire n'importe quoi. Donc, c'est comme ça que je le vois moi-même. Et ça change avec les années, parce qu'elle a 14 ans. L'adolescence, c'est autre chose. Je sais que ça commence à changer. Tu dois apprendre à trouver un nouveau rôle. Ça commence à changer. Mm-hmm. Il y a un effort, nous autres, qu'on doit faire comme père. C'est essayer aussi de changer. Même si on était l'ami de nos enfants, maintenant, c'est essayer au moins une fois, dire, OK, allons prendre une crème. Mm-hmm. Allons prendre une pizza. Et pendant qu'on allait prendre la crème, là, on peut au moins engager toutes sortes de discussions. Maman n'est pas là, son frère n'est pas là. Donc, c'est une façon pour me rapprocher davantage de ma fille,
pour dire à ma fille que papa sera toujours là pour toi. Tu sais que papa sera toujours là pour toi. J'ai pas peur pour moi, mais j'ai surtout peur pour les enfants. De la réaction ici? Oui, exactement. Que ce que moi j'ai vécu comme rejet, comme incivilité, je me demande est-ce que mes enfants auront assez de résilience pour faire face à ces comportements-là. Je travaillais sur Sherbrooke. Entre collègues, on allait comme dîner dans un restaurant. On était à peu près 14. J'avais commandé, je dirais, en 3e ou 4e. On m'a servi en dernier. Je me suis dit qu'il faut quand même que c'est quelqu'un qu'on serve en dernier. Donc, ce n'est pas un problème. On est retourné, là, nous étions le 14 février 2019. Le 1er mars 2019, le même restaurant. Là, j'ai commandé en 2e. On m'a servi en dernier et avec un intervalle de 10 minutes de retard par rapport aux autres collègues. Au contraire, c'est les autres collègues qui disent « Mais Jude, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est toujours toi qu'on sert en dernier ?» J'ai encaissé cela. Parce que tu sens que tu es capable, toi, d'encaisser. J'étais capable. Mais quand tu te mets à la place des enfants... Le problème, c'est pour mes enfants. C'est ça. Parce que moi, je suis assez adulte, je suis assez résilient. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de trouver un autre mot que racisme. C'est de trouver quelque chose de plus modéré. C'est pour ne pas te déplaire. C'est pourquoi que je dis incivilité, moi. Parce que il y a des gens qui crient au racisme pour n'importe quoi. Jude, est-ce que tu as eu cette discussion-là avec tes enfants? C'est-à-dire, est-ce qu'un jour, tu as dû t'asseoir avec eux pour dire, regardez, vous étiez très jeune quand on est arrivé. Au Québec, ça se peut que vous soyez victime de gestes ou de paroles comme ça. J'imagine que tu as dû leur dire. Oui, mais pas trop direct. J'essaie, Louis Simon, j'essaie de les préparer en conséquence. Parce que si moi, comme je suis résilient, comme je suis combatif, l'incivilité m'a mis à genoux, qu'en dirait-on de mes enfants? À travers tout ça, Jude, la vie familiale ici, ça se passe bien? Plutôt bien. Oui. Plutôt bien. Et moi et ma femme, on s'est mariés le 8 mars 2008 à 10h du matin à l'église Saint-Pierre-Pétionville en Haïti. 14 ans après, on est encore ensemble. Nous formons une belle équipe. C'est une équipe, je dirais, c'est une entreprise où chacun a son rôle, sa partition à jouer. Moi, l'éducation, ça, c'est ma responsabilité entière. Ma femme, elle s'occupe surtout de la bouffe, des vêtements des enfants. Parce que moi, le matériel, c'est pas trop important pour moi. C'est plus l'immatériel, l'intouchable, l'intangible. Elle a des forces, j'imagine, qui viennent... Et maintenant, c'est ça. On se complète. Qui sont complémentaires. On se complète l'un l'autre. Je dirais que c'est le complément d'objet direct de ma vie. Donc, on se complète l'un l'autre. Donc, puis les rôles se répartissent naturellement? Naturellement. J'ai toujours aidé ma femme. Toujours aidé ma femme dans toutes les tâches ménagères. J'ai lavé les toilettes, j'ai coupé le gazon, j'ai pelleté, et j'ai fait les vaisselles. Donc, j'ai nettoyé la maison. Donc, j'ai fait de la peinture. Donc, je suis une personne vivable. Et par rapport aux enfants, tu dis que tu focuses beaucoup sur eux, tu as peur pour les enfants. Est-ce que tu leur laisses quand même de l'autonomie, des responsabilités? Ben oui. Oui. Parce que ma fille, elle a pris son autonomie, je dirais autonomie, côté éducation, depuis en 5e année, 2e étape. Je l'ai accompagnée de la prématernelle jusqu'au 5e année, 1re étape. Et puis, depuis, c'est elle qui travaille toute seule. Mon fils n'a pas la même aptitude que ma fille. Donc, il est en 5e année, je suis encore là. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre la façon dont tu te voyais comme père à l'époque, là, encore en Haïti, et finalement le père que tu es? Moi, je dirais, il n'y a aucun changement. Sinon que je suis devenu une personne, un père moins rigoureux avec mes enfants. Tu pensais que tu serais plus sévère que ça? Oui. OK. Mais quand je regarde le système, je me suis dit que je ne veux pas faire de la maison une prison pour mes enfants. Il faut s'adapter. Oui. Louis Simon, tu as 2 enfants, tu comprends.
Il faut s'adapter. Et une adolescente du même âge que la tienne. Et c'est de l'adaptation. Je t'entendais tantôt dire... Ça prend de l'adaptation. Quand tu veux discuter avec elle, tu trouves une nouvelle façon de le faire. On laisse la maison. Parce que la confrontation, ça ne mène nulle part. Nulle part. Je pense que l'adaptation, ça a été une de tes forces. Nulle part. Ça l'est toujours. Si je suis capable de m'adapter au Québec, si j'étais capable de changer ma vie en Haïti, si j'étais capable de rester à l'école, malgré toutes les difficultés que j'ai vécues, connues, je suis une personne assez résiliente. Est-ce que tu es un père heureux, Jude? Une belle question. Des fois, oui, mais des fois, non. Je te réponds franchement. Des fois, oui, des fois, non. Je comprends tout à fait ta réponse. Être parent, ça nous rend heureux, mais pas à chaque seconde. Pas à chaque seconde. Il y a des moments... Oui, il y a des moments plus difficiles dans la vie. Et si on fait du chemin là-dessus, pour des pères qui auraient de la difficulté, mettons, à se valoriser dans leur rôle, qui n'arrivent pas à trouver leur identité, aurais-tu un truc, une suggestion pour eux autres, un conseil? Et moi, je dirais d'abord à tous les pères qui nous écoutent, pères immédiats ou potentiels pères, cette job demande de l'abnégation. Cette job demande du courage. Cette job demande surtout aussi de la tolérance. Il faut être présent. Tu ne peux pas avoir des enfants et ne pas être présent. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, nos prisons sont remplies d'hommes et de femmes parce qu'ils ont été abandonnés par la personne qui aurait dû leur donner l'amour, leur père. Et beaucoup de ces enfants, en grandissant, sont devenus aussi irresponsables que leur père. Donc, si vous avez déjà une famille, il n'est pas trop tard pour se reprendre. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Merci de nous avoir partagé cette histoire-là. Puis j'espère que tu vas être bien encore avec ta famille ici et que tu ne regrettes pas ton choix. C'est à moi de te remercier, Louis-Simon. Merci à toute l'équipe Net et Grandir. J'espère que ça ne va pas être la dernière fois. Histoire de père est un balado de Naître et Grandir produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de ce balado sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com/balado. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.